Ma fiancée m'a quitté pour un homme, mieux, choisi par sa famille. Elle m'a lancé la bague à la figure en disant « Tu es pathétique. Garde ta bague bon marché ». 2 ans plus tard, elle perd la tête en me voyant heureux, avec mon entreprise florissante et ma véritable âme sœur. Salut tout le monde. Ma fiancée m'a quitté après 4 ans de relation, m'a traité de pathétique avec des rêves délirants, et s'est mise avec son nouveau copain le jour même où on s'est séparés. 2 ans plus tard, mes rêves se sont réalisés, et je vivais ma meilleure vie. Le meilleur dans tout ça? J'ai détruit la carrière de son nouveau petit ami. Elle a complètement craqué. Voici comment tout s'est passé. Moi, 29 ans, j'ai rencontré mon ex-fiancée, Brooke, 26 ans, d'une manière complètement ridicule. J'étais assis à la bibliothèque à 2 heures du matin, les yeux vides après 12 heures de code non-stop, quand cette fille aux cheveux parfaitement coiffés et un café à la main a trébuché et renversé son latte sur mon ordinateur portable. La plupart des gens auraient explosé, mais moi, je me suis contenté de dire, au moins, maintenant, mon code a un peu de saveur. Elle a éclaté de rire au lieu de s'enfuir. 4 ans ensemble, fiancés depuis 8 mois, 4 ans à croire qu'on avait quelque chose de réel. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter la bague avec laquelle je lui ai fait ma demande. Elle avait dit oui, pleuré de joie, posté des photos sur les réseaux avec des légendes parlant d'éternité. Elle venait chez moi, dans mon appartement du 3e étage. À peine 55 mètres carrés, dans un immeuble avec ce qu'on appelle du charme, autrement dit, tout était cassé et le propriétaire s'en fichait. Mais Brooke semblait adorer. On avait décoré avec des guirlandes lumineuses de chez Target et des affiches que j'avais collectionnées au fil des années. Et puis, il y avait mon chat, Python, oui, évidemment. Mon chat tigré sauvé d'un refuge, qui avait la fâcheuse habitude de tout faire tomber des meubles. Mais chaque soir, sans faute, il venait se blottir entre nous sur le lit. Brooke prétendait être plutôt une fille à chien, mais je la surprenais souvent en train d'avoir de vraies conversations avec Python quand elle pensait que je n'étais pas là. Quant à la famille de Brooke, ses parents n'ont jamais dit qu'ils me détestaient ouvertement. Ils pratiquaient plutôt la technique des 1000 petites piqûres. Sa mère me lançait toujours ce regard méprisant. Son père, lui, parlait de mon petit projet informatique, avec le ton qu'on emploie pour demander à un enfant s'il a toujours son ami imaginaire. Une ambiance très soutien moral. Les dîners de famille, c'était du grand art, une pièce de théâtre où j'étais à la fois le public et la blague. Pourtant, à l'époque, Brooke me semblait différente. Elle levait les yeux au ciel face au drame de leur club de golf et se moquait de leur snobisme. On mangeait chinois sur mon futon, on regardait Netflix sur mon vieux portable qui mettait 5 minutes à charger un épisode, et elle me disait que l'argent n'avait aucune importance. Autant dire que c'était complètement faux. Mais je prends un peu d'avance. La première vraie fissure dans notre couple est apparue 6 mois avant la fin. La coloc de fac de Brooke se mariait. J'avais économisé pendant des mois pour louer un smoking correct et acheter un cadeau de mariage. Comme on était fiancés, je pensais que ce serait amusant, un avant-goût de notre propre mariage. Mais en arrivant à la réception, c'était un autre monde. Des sculptures de glace, un orchestre live, du champagne qui coûtait probablement plus cher que mon budget course mensuel. Tout le monde ressemblait à des mannequins sortis d'un magazine, et moi, j'avais l'impression de m'être trompé de film. Brooke, évidemment, était dans son élément. Elle discutait avec ses anciens camarades, tous employés dans des banques d'investissement ou des cabinets de conseil, parlant de leurs nouveaux appartements dans des quartiers branchés et de leurs vacances hors de prix. Moi, je restais là, à siroter un seul verre, essayant de discuter avec des gens qui perdaient tout intérêt dès que je mentionnais mon start-up. Brooke avait demandé expressément à ne pas être assise avec ses amis de fac, parce qu'ils sont un peu fatigants, mais bizarrement, on s'est retrouvé à une table remplie d'amis de ses parents, des couples riches qui passaient le dîner à parler de leur portefeuille d'actions et de leurs investissements immobiliers. Quand ils m'ont demandé ce que je faisais, j'ai essayé d'expliquer ma start-up avec des mots simples. Grosse erreur. Un homme a littéralement ri et m'a dit « Tu joues encore avec les ordinateurs ? Il serait peut-être temps d'avoir un vrai boulot, non ? Surtout maintenant que tu vas te marier. Faut grandir un peu. » Et le pire ? Brooke ne m'a pas défendu. Elle avait l'air embarrassée et a changé de sujet en parlant de la robe de la mariée. Plus tard, dans la voiture, quand j'ai voulu en parler, elle m'a dit que j'étais trop sensible et que j'aurais dû mieux jouer le jeu. Le deuxième incident est arrivé quelques semaines plus tard, quand sa mère m'a invité à prendre un café sans Brooke. Juste nous deux. On s'est retrouvés dans un café chic de son quartier, le genre d'endroit où un simple latte coûte $8 et où tout le monde semble négocier des contrats. Elle est arrivée avec 15 minutes de retard, habillée de la tête aux pieds en designer, sans un mot d'excuse. Elle est allée droit au but. « J'ai réfléchi à ta situation », a-t-elle dit, comme si ma vie était un dossier à régler. Et j'ai quelques contacts qui pourraient t'aider à trouver quelque chose de plus stable. Elle a sorti un dossier rempli d'offres d'emploi, postes débutants dans des banques, des compagnies d'assurance, des bureaux d'entreprise, le genre de boulot 9H17H qui aurait tué toute ma passion. Ce sont de vraies carrières, m'a-t-elle expliqué en me tendant les papiers. Avec des avantages, des retraites, des possibilités d'évolution. Tu pourrais commencer en bas de l'échelle et grimper, comme Brody. Je suis resté bouche bée. Vous voulez que j'abandonne ma start-up pour devenir quoi? Expert en sinistre.
Elle m'a regardé comme un enfant qui refuse de manger ses légumes. Je veux que tu sois réaliste quant à ton avenir. Et à celui de Brooke. Elle mérite la sécurité, pas des contes de fées. La conversation s'est envenimée à partir de là. Elle n'a jamais crié, jamais perdu son calme, mais chaque mot était calculé pour me faire sentir petite et inapte. Le pire, quand j'en ai parlé à Brooke, elle n'était ni surprise ni en colère que sa mère m'ait piégé. Elle s'est contentée de dire « elle veut juste t'aider. Tu pourrais au moins regarder ses offres, juste au cas où ». C'est là que j'ai su que le poison avait déjà commencé à agir. La fin a commencé avec ce que Brooke appelait « un simple dîner de famille ». Elle m'a demandé de mettre une veste. Quand je suis arrivé à leur domaine, oui, on peut vraiment appeler ça un domaine, j'ai compris que ce ne serait pas un dîner tranquille. L'allée ressemblait à un concessionnaire de voitures de luxe. BMW, Mercedes, quelques Audi. Ma Honda Civic de 2008, avec son pare-choc cabossé et le voyant moteur allumé depuis l'époque Obama, faisait tache dans le décor. Et le pire, ce n'était pas juste la famille. Le père de Brooke avait invité ses associés et leur fils. Des types qui avaient tous l'air de sortir d'un catalogue LinkedIn, diplômés de l'Ivy League, stage d'été chez Goldman Sachs, père qui joue au golf avec des sénateurs. Le genre de gens pour qui « été » est un verbe. Les conversations coulaient naturellement, comme s'ils lisaient tous le même script, stratégie d'investissement, vacances en Europe, portefeuilles immobiliers. Moi, j'étais là, tout fier de mettre enfin offert des céréales de marque au lieu de la version du supermarché. Passionnant. Puis vinrent les questions ciblées, posées avec une précision chirurgicale. Alors, tu travailles toujours sur ton petit projet informatique, demanda le père de Brooke. C'est une start-up, ai-je corrigé, en essayant de ne pas paraître sur la défensive. Nous en étions encore au stade du développement, mais nous progressions bien. Je n'ai pas précisé que notre dernière réunion avec les investisseurs avait été un désastre, ni que mon associé, Jake, et moi faisions des semaines de 80 heures pour corriger un bug dans notre prototype, un bug qui faisait planter le système dès qu'un fichier de plus de 50 mégaoctets était téléchargé. Problème technique mis à part, nous étions fauchés et à bout de nerfs. L'un de ses amis, un type aux dents parfaites et au bronzage de février qui criait « Je passe mes hivers en Floride », a ricané comme si je venais d'affirmer que la Terre était plate. La tech, c'est tellement instable de nos jours, a-t-il dit. Tu es sûr que c'est un bon investissement de ton temps? Un plan B ne ferait pas de mal, non? Le ton condescendant était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Et le pire? Brooke n'a pas dit un mot pour me défendre. D'habitude, elle intervenait toujours, disait à quel point j'étais passionné ou qu'elle croyait en notre projet. Mais cette fois, rien. Et puis, ils ont fait entrer Brody. La mère de Brooke l'a présenté comme s'il était le Messie. Brody venait de devenir associé junior dans un grand cabinet d'avocats d'affaires. Licence à Princeton, droit à Yale. Un esprit brillant, paraît-il. Brody, c'était tout ce que je n'étais pas, grand, tiré à 4 épingles, le genre de type dont les costumes sont forcément sur mesure et qui n'a jamais besoin de vérifier son solde avant d'acheter un café. Il a parlé de son récent bonus comme si c'était anodin. De son nouveau condo dans le bon quartier. De son plan sur 5 ans pour devenir associé principal. Et Brooke? Elle buvait littéralement ses paroles. Elle lui posait des questions sur son travail, riait à ses blagues médiocres, montrait plus d'intérêt pour sa carrière qu'elle n'en avait jamais eu pour la mienne. Chaque question qu'elle lui posait sonnait comme une petite trahison. Je n'ai pas dit 10 mots de toute la soirée. Chaque fois que j'essayais d'intervenir dans la conversation, quelqu'un m'écoutait poliment pendant 5 secondes avant de rediriger le sujet vers les réussites de Brody ou les histoires de succès des autres. Je voyais Brooke se transformer sous mes yeux en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. La fille qui se moquait autrefois des gens prétentieux était en train de devenir l'une d'entre eux. Quand nous sommes rentrés à mon appartement ce soir-là, quelque chose avait changé. Elle s'est plainte de l'ascenseur en panne depuis des mois. Elle a fait la grimace quand Python a sauté sur le lit, ce qui ne l'avait jamais dérangée auparavant. Elle a mentionné la taille de la salle de bain, comme si elle voyait l'endroit pour la première fois. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était fini. Je ne savais juste pas qu'elle allait le rendre officiel si vite. Une semaine plus tard, Brooke est venue chez moi après le travail, encore vêtue de sa tenue, business casual, de son poste marketing, dans l'entreprise d'un ami de son père. Un emploi qu'elle avait obtenu sans même passer d'entretien. Mais ça, c'est une autre histoire sur le pouvoir des bons noms de famille. Elle s'est assise en face de moi à notre petite table Ikawa, celle où on avait partagé tant de dîners à emporter, de soirées jeux entre amis, et de discussions tardives sur notre avenir. Mais cette conversation-là n'allait pas être de celle-là. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Et j'ai tout de suite vu qu'elle avait répété son discours. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle poursuivi sans me regarder. À nous. À mon avenir. À ce dont j'ai besoin. Je savais très bien où elle voulait en venir, mais je l'ai laissé parler. Je t'aime, mais j'ai besoin de stabilité. Je ne peux plus attendre que tu te décides. Ma famille m'a fait comprendre que j'ai besoin de quelqu'un qui est déjà à ce stade. Quelqu'un qui peut m'offrir la vie que je mérite. Quelqu'un comme Brody, ai-je dit sèchement. Elle n'a même pas eu la décence de paraître surprise que j'ai fait le lien. Oui, quelqu'un comme Brody. Et là, son masque est tombé. Écoute, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche,
dit-elle en désignant mon petit appartement exigu comme s'il était la preuve de mon échec moral. J'ai vraiment essayé. Mais je ne peux plus prétendre que c'est la vie que je veux. Vivre dans un immeuble délabré, m'inquiéter pour l'argent, sortir avec quelqu'un qui ne peut même pas m'emmener dans un endroit correct. C'était la même personne qui disait adorer nos soirées cocooning, qui affirmait se moquer des restaurants chics et des choses coûteuses. Tu as 29 ans et tu joues encore avec tes ordinateurs dans ta chambre comme si tu en avais 19, a-t-elle continué d'un ton de plus en plus dur. Brody, lui, possède un condo en centre-ville. Il m'emmène dans des restaurants où on le reconnaît. Il n'a pas besoin d'économiser pendant des mois pour m'acheter une bague correcte. Cette dernière phrase m'a frappé comme un coup de poing. J'avais travaillé en double pour 6 mois afin d'acheter sa bague de fiançailles. Elle n'était pas énorme, mais elle était authentique, et j'en étais fier. Waouh, je ne savais pas que c'est ce que tu en pensais. 4 ans, Brooke, et tu me dis ça maintenant. Pourquoi avoir perdu tout ce temps? Elle a continué, je t'ai donné 4 ans pour te reprendre en main, pour devenir quelqu'un qui vaut la peine de rester. Mais tu es toujours le même rêveur fauché que j'ai rencontré à la fac. Sauf que maintenant, tu es plus vieux, et c'est juste pathétique. Après quelques échanges houleux, la dispute a dégénéré, et elle a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a arraché la bague de fiançailles de son doigt et me l'a lancée. Elle a rebondi sur ma poitrine avant de tomber au sol. Tiens, reprends ta bague bon marché, a-t-elle craché avec dégoût. Brody parle déjà de m'en acheter une vraie. De chez Tiffany, pas d'un bijoutier de seconde zone. Je suis resté là, à fixer la bague sur le sol. La bague pour laquelle j'avais tant travaillé. Celle sur laquelle elle avait versé des larmes de joie quelques mois plus tôt. Celle qui représentait tout ce que j'espérais qu'on construirait ensemble. Tu sais ce qui est pathétique? Ai-je dit en me levant. Faire semblant d'aimer quelqu'un pendant 4 ans tout en tenant les comptes en secret. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre parce qu'on est trop lâche pour assumer sa superficialité dès le départ. Son visage a viré au rouge. Au moins, moi, je ne perds pas ma vie à poursuivre un rêve impossible. Tu as raison, ai-je répondu en ramassant la bague. Tu ne perds pas ta vie. Tu viens juste de gâcher la mienne. Elle a attrapé son sac, soudain pressée de partir après avoir déversé son venin. Brody vient me chercher à 8 heures, a-t-elle lancé. Le coup de grâce. Elle voulait que je sache qu'elle passait directement de notre rupture à un rendez-vous avec son upgrade. Parfait, ai-je dit en lui ouvrant la porte. J'espère que vous serez très heureux ensemble. 2 jours plus tard, 2 jours. Elle officialisait sa relation avec Brody sur Instagram. À peine une semaine après notre rupture, il posait en tenues assorties dans un complexe de luxe au Hampton. Son bras autour de sa taille, son sourire éclatant. Légende, j'ai trouvé mon pour toujours. Pendant ce temps, je dormais encore du côté du lit qu'elle occupait autrefois. Je retrouvais encore ses élastiques à cheveux un peu partout. La moitié de ses affaires traînaient toujours dans mon appart parce qu'elle n'avait pas encore eu le temps de venir les chercher. La bague de fiançailles, elle, trônait sur ma commode, un rappel quotidien de ma naïveté. J'aimerais pouvoir dire que j'ai transformé mon chagrin en succès immédiat, que je suis devenu un prodige de la tech par pure volonté. Mais ça, c'est du cinéma. La vraie vie est bien plus sale. J'ai sombré. Ma start-up a coulé un mois après notre rupture. Nos investisseurs se sont retirés après l'échec retentissant de notre démonstration phare. L'application a planté 3 fois en 5 minutes, et quand elle a enfin fonctionné, elle était si lente que tout le monde dans la salle s'est mis à regarder son téléphone. Jake, mon associé, a accepté un poste chez Microsoft 2 semaines plus tard. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Il avait des prêts étudiants et une copine qui soutenaient vraiment sa carrière. Moi, je me suis retrouvé seul, avec une entreprise morte, un loyer que je ne pouvais plus payer, et des économies qui fondaient plus vite que des pizzas gratuites dans un campus universitaire. J'ai dû rendre mon appartement. Mais mon ami Kai m'a sauvé la mise. Ce gars que je connaissais depuis la première année de fac, qui n'avait jamais compris ce que je trouvais à Brooke, mais qui m'avait toujours soutenu malgré tout. Son appartement était encore plus petit que le mien, une pièce où le salon servait aussi de bureau. Mais il avait vidé la moitié de son placard sans que je demande quoi que ce soit et m'a permis, à Python et moi, de dormir dans sa chambre d'amis. La réaction de Kai quand je suis arrivé chez lui, avec ma vie dans des sacs poubelles? Mec, j'ai toujours su qu'elle était exigeante, mais là, elle a vraiment dit que ta bague était bon marché? Cette chose coûtait plus que ma voiture. Après une pause, bon, ma voiture est un tas de ferraille, mais quand même. C'est ça, un vrai ami. Pendant ce temps, la vie parfaite de Brooke défilait comme un montage sur les réseaux sociaux. Vacances dans des endroits que je n'avais vus qu'au cinéma. Dîner dans des restaurants où le menu n'affiche pas les prix. Chaque publication me semblait personnelle. Comme si elle disait, tu vois, voilà ce que je mérite. Voilà ce que tu n'as jamais pu me donner. Le point le plus bas est arrivé quand je suis tombé sur Brooke et Brody dans un café du centre-ville. J'étais là pour récupérer une commande Uber Eats, c'était ma vie maintenant. La clim de ma voiture était en panne depuis 3 mois. Je ne pouvais pas la réparer, alors je roulais sous 35 degrés Celsius avec les fenêtres ouvertes, en transpirant dans la dernière chemise propre qu'il me restait. Mon téléphone était à 15% de batterie après une journée de 10 heures, et il me restait encore 4 livraisons si je voulais atteindre mon objectif journalier. Ils étaient là,
assis dehors comme sorti d'un magazine lifestyle. Brooke avait cette nouvelle coupe de cheveux, un de ces styles coûteux qui semblent naturels mais qui ont sûrement pris 2 heures et coûté plus que ce que je gagnais en une semaine. Brody portait des lunettes de soleil qui, j'en suis sûr, valaient plus que tout ce que je portais réuni. Il riait de quelque chose, se tenait la main à travers la table, l'image parfaite du couple vivant sa meilleure vie. Puis Brody m'a vu en premier. Eh bien, a-t-il dit assez fort pour que les tables autour entendent. Regarde qui voilà. Toujours en train de livrer, hein. Son sourire était pure malveillance. Ce n'était pas une reconnaissance accidentelle. Il prenait son pied. Brooke a levé les yeux et m'a vu, debout dans mon t-shirt Uber Eats froissé, tenant un sac de nourriture qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine. Une fraction de seconde, j'ai cru voir un éclair passer sur son visage. De la culpabilité, peut-être? Mais elle a souri. Vraiment souri. La condescendance était étouffante. J'ai attrapé le sac et je suis parti sans un mot de plus. Mais j'ai entendu Brody dire, juste assez fort pour que je l'entende, on a échappé à un truc, hein? Et le rire de Brooke en réponse. Ce moment a brisé quelque chose en moi. Debout là, sous la chaleur de l'été, trempé dans mon uniforme, écoutant mon ex-fiancé et son nouveau copain se moquer de mes échecs, c'était le dernier jour où je me suis permis d'être une blague. Je suis rentré à l'appartement de Kai cette nuit-là, j'ai supprimé toutes les applications de réseaux sociaux de mon téléphone et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Sa réponse? Mec, ce type a l'air du genre à penser que la mayonnaise est épicée. Et elle a ri? Nan, mec. Il était temps de montrer à ces enfants de familles aisées comment fonctionne le vrai monde. J'ai tout coupé, réseaux sociaux, distractions, auto-pitié, personnes négatives. Je suis entré en mode reconstruction totale, comme si ma vie en dépendait. Dormir est devenu un luxe que je ne pouvais pas me permettre. 4 heures par nuit si j'avais de la chance. Les journées pour Uber Eats, les soirées pour mon service de nuit à ranger les rayons du supermarché, et chaque moment libre pour reconstruire ma start-up depuis zéro. Mais cette fois, c'était différent. J'ai appris à être malin. Plus de poursuites d'investisseurs avec des idées à moitié préparées et des présentations tape à accent grave l'œil. J'ai appris à autofinancer, à construire quelque chose de réel avant de demander de l'argent à qui que ce soit. Plus de confiance facile envers les gens. Je gardais mon cercle restreint, juste Kai et quelques amis fidèles qui avaient prouvé leur valeur quand ça devenait dur. Kai a été incroyable pendant tout ça. Il m'apportait du café pendant mes sessions de code nocturne, veillait à ce que je mange autre chose que des barres protéinées, et ne s'est jamais plaint que je transformais son salon en zone de guerre. Il m'a même aidé à décrocher mes premiers clients entreprises grâce à ses contacts au boulot. Il ne demandait rien en retour, il voulait juste me voir réussir. Pendant 2 ans, j'ai complètement disparu du monde de Brooke. Aucune idée de ce qu'elle faisait, avec qui, si elle était heureuse. Et honnêtement, je m'en fichais. Pendant qu'elle jouait à la vie parfaite avec Brody, je travaillais plus dur que jamais. Mon idée de start-up suivante est née de mon précédent échec. Au lieu de tenter une application révolutionnaire pour consommateurs, j'ai pivoté vers un logiciel B2B. Spécialement, l'analyse de contrats pour cabinet d'avocats alimenté par l'IA. L'avis de Kai sur ce pivot, attends, tu es en train de créer un logiciel pour remplacer les avocats? Mec, tu vas sauver le monde et te venger en même temps. Niveau super vilain, c'est du lourd. C'était du travail ennuyeux, sans glamour, dont personne ne poste sur les réseaux. Mais ça résolvait un vrai problème que j'avais rencontré lors de ma première start-up en naviguant dans les documents juridiques. Les petits cabinets étaient noyés sous les papiers, passant des heures sur des tâches qui pouvaient être automatisées. Notre logiciel pouvait analyser les contrats, détecter les problèmes potentiels et signaler les clauses importantes en quelques secondes au lieu de plusieurs heures. Et surtout, les gens étaient prêts à payer pour ça. Puis tout a changé. Ça a commencé petit, mention dans une publication spécialisée, témoignage d'un client satisfait qui ouvrait des portes. Le bouche-à-oreille dans les cercles juridiques annonçait un nouvel outil capable de faire le travail d'associé junior à une fraction du coût. Soudain, je ne courais plus après les clients. Ils m'appelaient. Mon équipe était incroyable. Des gens qui croyaient à la vision, qui travaillaient aussi dur que moi, devenus comme une famille. J'ai quand même voulu revenir à ce stade-là. Microsoft, c'était bien, mais l'ambiance start-up lui manquait. Je lui ai dit qu'on allait bien, pas par méchanceté, mais parce que mon équipe actuelle était solide. En quelques mois, nous avons connu une croissance rapide. Nous avons signé un contrat avec l'un des 5 plus grands cabinets d'avocats du pays, ce qui a mené à d'autres contrats, plus de reconnaissance, et des investisseurs intéressés. La société qui avait commencé dans le salon de Kai ouvrait maintenant des bureaux à Londres et à Singapour. Nous étions en pleine expansion mondiale, bouleversant un secteur resté inchangé pendant des décennies. Mais voici l'ironie, notre plus grande disruption concernait le droit des affaires, plus précisément le droit des services financiers. Le domaine exact où Brody travaillait. Nos outils d'IA rendaient les associés juniors obsolètes, automatisant le travail pénible sur lequel des gens comme Brody avaient bâti leur début de carrière. Quand j'ai réalisé ce lien, Kai a failli s'étouffer de rire avec son café. Attends, tu me dis que ta boîte met littéralement au chômage des avocats Trust Fund et que le Captain America Wanab n'en a aucune idée? La première fois que j'ai revu Brooke, c'était lors d'une conférence professionnelle.
Pas comme participante cette fois, mais comme intervenante principale. L'année précédente, je n'aurais pas pu me payer l'entrée. Maintenant, j'étais sur scène, parlant de l'impact de l'IA sur les services juridiques devant un public d'exécutifs et d'investisseurs. Après mon intervention, en serrant des mains pour conclure des affaires, j'ai repéré les parents de Brooke de l'autre côté de la salle. Leur changement d'attitude a été immédiat et évident. Le verre de sa mère s'est figé à mi-chemin jusqu'aux lèvres. Son père, qui avait autrefois ridiculisé mon petit projet informatique lors d'un dîner, m'a adressé un signe de tête lent et respectueux. Puis j'ai vu Brooke. Elle était debout sur le côté, figée, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. Elle avait l'air bien, mais différente. La confiance insouciante qu'elle affichait sur ses posts Instagram avait disparu. Elle semblait plus petite, d'une certaine façon. Nous ne nous sommes pas approchés. Nous n'avons pas parlé. Mais j'ai vu le moment exact où la réalité l'a frappée. Le moment où elle a compris que le type pathétique qu'elle avait laissé derrière elle était désormais plus prospère que quiconque dans le cercle social de sa famille. Le texto de Kai quand je lui ai raconté que je l'avais vu, est-ce qu'elle avait l'air de réaliser qu'elle avait laissé passer sa chance? S'il te plaît, dis-moi qu'elle avait l'air de réaliser qu'elle avait laissé passer sa chance. À partir de cette nuit-là, tout s'est accéléré. Le bouche à oreille circule vite dans certains cercles, surtout quand quelqu'un passe de 0 à héros en quelques années. Quelques semaines après cette conférence, j'ai commencé à recevoir des invitations à des événements dont je n'avais jamais entendu parler. Le père de Brooke m'a personnellement contacté pour m'inviter à l'un de ces événements. J'ai accepté, non pas parce que je cherchais leur approbation, mais parce que je savais exactement de quoi il s'agissait. Il voulait être associé à mon succès. Quand je suis arrivé à l'événement, en retard avec style parce que, pourquoi pas, j'ai immédiatement repéré Brooke et Brody. Brody avait l'air différent, stressé. Ses épaules étaient tendues. Il consultait son téléphone sans cesse et avait ce regard hanté qui vient de savoir que ton monde s'effondre sans pouvoir l'arrêter. Son cabinet perdait des clients au profit d'entreprises comme la mienne. Les cabinets traditionnels peinaient à rivaliser avec l'efficacité alimentée par l'IA, et l'ancienne garde paniquait. Ils essayaient de s'adapter mais échouaient, perdant des affaires au profit de jeunes entreprises plus innovantes capables de livrer de meilleurs résultats, plus rapidement et moins cher. Brody ne savait probablement toujours pas que j'étais derrière ces problèmes, mais il ressentait assurément la pression. Pendant ce temps, Brooke savait exactement qui j'étais. Quand nos yeux se sont croisés dans la pièce, j'ai vu la même expression que lors de la conférence, mais pire, un pur regret indéniable. Une semaine après l'événement, elle a pris contact. J'avais supprimé son numéro des années auparavant, mais son message est arrivé, « Salut, ça fait un moment. » Je me demandais si on pouvait se revoir, juste parler. Je l'ai ignoré. Puis elle a fait un geste désespéré. Elle est apparue à mon bureau. Mon équipe était partie pour la journée et je terminais quelques emails quand le gardien de sécurité a appelé, « Il y a une femme qui demande à vous voir. » Elle dit que c'est important. Je n'avais pas besoin qu'il la décrive. J'ai hésité à demander à la sécurité de la raccompagner, mais ensuite j'ai réalisé que c'était mon moment. Le moment pour lequel je m'étais inconsciemment préparé depuis le jour où elle avait quitté ma vie. Alors je l'ai laissée entrer. Elle est entrée dans mon bureau en coin, hésitante, regardant le mobilier moderne, les récompenses accrochées au mur. Si différent de notre ancien appartement exigu. Sa confiance avait totalement disparu. L'attitude condescendante avait été remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, une nervosité sincère. « Salut », dit-elle doucement, me donnant un sourire triste. « Ça fait longtemps. » Je me suis appuyé dans mon fauteuil, bras croisés, et je n'ai rien dit. Juste observé ses gestes nerveux sous mon regard. Elle a pris une profonde inspiration, je me suis trompé. Surtout, j'ai écouté ma famille et jeté quelque chose de réel. Elle s'est mordu la lèvre, cherchant sur mon visage une quelconque réaction. « Tu me manques. »« Nous, dit-elle en hochant rapidement la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais peut-être qu'on pourrait recommencer. Essayez encore. » Je l'ai regardé longuement, puis j'ai ri. Pas en colère, pas amer, juste vraiment amusé. « Recommencer » ai-je répété, secouant la tête. « Nous avons recommencé le jour où tu les as choisis plutôt que moi. » Elle a grimacé, mais je n'avais pas fini. « Tu ne me voulais pas quand j'étais fauché. Tu ne croyais pas en moi quand je luttais. Tu m'as traité de pathétique et tu m'as laissé pour quelqu'un avec un meilleur compte en banque. Mais maintenant que j'ai réussi, maintenant tu veux revenir ?» Son visage s'est effondré quand mes mots ont touché leur cible. Je me suis levé en boutonnant ma veste de costume sur mesure. « Brooke, je ne pense pas à toi. Tu ne me manques pas. Et je n'ai certainement pas besoin de toi. » C'est alors que la porte du bureau s'est ouverte et que ma petite amie est entrée. Chloé, une brillante designer produit que j'avais rencontrée lors d'une conférence tech et qui avait cru en notre entreprise quand nous travaillions encore dans l'appartement de Kai. Une femme magnifique et intelligente qui faisait passer Brooke pour une influenceuse superficielle sur Instagram. Le visage de Brooke est devenu pâle. Je me suis tourné vers Chloé avec un sourire chaleureux avant de regarder Brooke à nouveau. « Tu vois, j'ai trouvé quelqu'un à ma hauteur. Ce n'était tout simplement pas toi. » J'ai accompagné Brooke jusqu'à l'ascenseur et regardé les portes se refermer entre nous. Cela aurait dû être une victoire, mais honnêtement,
C'était juste comme refermer un livre que j'avais terminé de lire des années auparavant. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le premier mouvement de l'ultime partie. Quelques semaines plus tard, la rumeur commençait à circuler dans les cercles juridiques, le cabinet de Brody était en sérieux danger. Les outils alimentés par l'IA de ma société remplaçaient systématiquement les services juridiques traditionnels à un rythme alarmant. Nous étions plus rapides, moins chers, plus précis et plus efficaces. Nous pouvions faire en quelques minutes ce qu'ils facturaient à leurs clients des centaines de dollars de l'heure. Le cabinet de Brody perdait de l'argent en essayant de rivaliser avec une technologie qu'il ne comprenait pas et ne pouvait égaler. Au lieu de s'adapter, les partenaires de l'ancienne garde paniquaient, faisaient des mouvements désespérés et perdaient encore plus de clients. J'ai entendu par des contacts dans l'industrie que Brody était en train de craquer totalement en coulisses, travaillant plus de 90 heures par semaine, criant sur des associés juniors qui essayaient désespérément de retenir leurs plus gros clients. Le commentaire de Kai, donc le gars qui se moquait de toi parce que tu jouais avec des ordinateurs est maintenant détruit par des ordinateurs. Les investisseurs retiraient leur financement, voyant le cabinet comme un dinosaure dépassé dans un marché qu'ils ne comprenaient plus. Et le meilleur ? Brody n'avait toujours pas compris que j'étais celui derrière l'effondrement de sa carrière. Pendant que Brody s'effondrait professionnellement, les parents de Brooke passaient en mode contrôle des dégâts. Ils m'avaient traité pendant des années comme un perdant fauché indigne de leur fille. Les tentatives désespérées de reconnexion ont commencé immédiatement. La mère de Brooke a envoyé des emails polis me félicitant pour mon succès. Son père m'a mentionné dans des interviews, m'appelant un des entrepreneurs les plus prometteurs de la décennie. Il m'invitait à des événements professionnels, les présentant comme des opportunités de réseautage. J'ai tout ignoré. Puis son père m'a appelé directement. J'ai répondu par pure curiosité. Je pense que nous devrions parler, fils, dit-il, ton chaleureux, à propos d'opportunités d'affaires, de partenariats potentiels, de l'eau sous les ponts, tu sais ? Je l'ai laissé parler de synergie et de collaboration quelques minutes avant qu'il n'en vienne au vrai point. Écoute, Brooke a fait une erreur. Je le sais. Nous le savons tous. Mais elle traverse une période difficile, et je pense que si vous deux. J'ai raccroché au milieu de sa phrase. Il n'y avait aucune excuse, aucune responsabilité, juste du contrôle des dégâts égoïstes. C'était la dernière fois que j'ai pris leurs appels. Le moment où Brody a enfin réalisé qui était derrière sa chute a été absolument parfait. J'intervenais à une autre conférence professionnelle, cette fois sur un panel concernant l'avenir de l'IA et du droit. Le PDG d'un grand cabinet a publiquement félicité mon entreprise, honnêtement, ces gars changent la donne. Certains des plus grands cabinets traditionnels peinent à suivre. La caméra a balayé l'audience, et là, Brody, le visage complètement vidé de sa couleur, son expression un mélange de choc et d'horreur naissante. On voyait exactement le moment où ça a cliqué. Je n'étais pas juste l'ex-perdant de son ex. J'étais l'homme qui détruisait systématiquement sa carrière. Cette nuit-là, il a craqué. J'ai reçu un texto d'un contact commun. Bro, Brody vient de péter un câble lors d'une réunion de partenaires. Tu dois entendre ça. Apparemment, pendant une session stratégique de tout le cabinet, un des associés principaux a évoqué ma société comme exemple de ce avec quoi il devait rivaliser. Brody a complètement perdu son sang-froid. Il a commencé à crier que j'étais juste un fraudeur chanceux, que ma société allait s'effondrer, que le droit traditionnel finirait toujours par gagner. Le problème ? Tous le regardaient comme s'il avait perdu la raison, réalisant que Brody n'était pas l'avenir de leur cabinet. Moi, j'étais l'avenir, et lui était le passé. Mais j'avais un dernier coup à jouer. Quelques mois plus tard, ma société était prête pour sa plus grande acquisition à ce jour. Nous rachetions un petit cabinet juridique, mais très influent, qui était un concurrent direct de celui de Brody. Ce n'était pas juste du business. C'était un échec et mat. Une fois l'accord finalisé, nous avons immédiatement débauché plusieurs des plus gros clients de Brody. En 6 mois, son cabinet a été contraint de fusionner avec un concurrent plus grand juste pour survivre. Brody est passé de jeune associé à simple employé, probablement à effectuer le même travail ingrat dont il se vantait avec arrogance d'avoir échappé des années auparavant. Le Golden Boy à qui tout était tombé tout cuit dans le bec n'était plus qu'un avocat luttant pour rester pertinent dans un secteur qu'il avait dépassé. Mais ce n'était pas fini. Brooke a décidé de faire une dernière tentative désespérée. 3 semaines après la fusion officielle du cabinet de Brody, Brooke est revenue à mon bureau, mais cette fois c'était différent. Ce n'était plus la femme nerveuse et pleine d'espoir d'avant. C'était la désespérance pure. C'était un vendredi soir vers 19h. La plupart de mon équipe était partie pour l'happy hour, mais je restais tard pour finir quelques contrats. Le gardien de sécurité a appelé, hésitant. « Monsieur, il y a une femme ici. Elle est très contrariée. Elle dit qu'elle a besoin de vous voir en urgence. » « Faites-la monter, ai-je dit. J'avais une idée de qui c'était. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je l'ai à peine reconnue. Fini, la femme soignée et élégante que je connaissais. Ses cheveux en bataille, son maquillage dégoulinant comme si elle avait pleuré. Elle portait un jean et un pull froissé. Je ne l'avais jamais vue aussi décontractée, même quand nous étions ensemble. « Merci d'être là », dit-elle en se précipitant dans mon bureau sans y être invitée. J'ai appelé, envoyé des textos. « Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Je suis resté assis derrière mon bureau, calme.
Parce que nous n'avons rien à nous dire, Brooke. Si, nous avons quelque chose à nous dire. Cria-t-elle presque. J'ai quitté Brody. Je t'ai quitté. C'est fini. J'ai haussé un sourcil mais je n'ai rien dit. Son cabinet s'est effondré. Il a tout perdu, et tout ce qu'il faisait, c'était me blâmer. Il disait que c'était ma faute de t'avoir laissé, que j'avais ruiné nos deux vies. Elle a commencé à faire les 100 pas frénétiquement. Alors j'ai fini. J'en ai fini avec tout ça. Tant mieux, ai-je dit platement. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. Tu ne comprends pas? Je suis libre maintenant. Nous pouvons être à nouveau ensemble. Nous pouvons recommencer. J'ai failli rire. Recommencer? J'ai fait une erreur, dit-elle, sa voix montant, de plus en plus désespérée. La plus grosse erreur de ma vie. Je n'aurais jamais dû te quitter. Tu avais raison sur tout. Ma famille, Brody, tout. Mais maintenant je suis là, et je te choisis. Elle s'est approchée de mon bureau, les yeux sauvages de désespoir. Je sais que tu m'aimes encore. Ce que nous avions était réel. Le vrai amour ne disparaît pas, ai-je dit en me levant. Le vrai amour ne disparaît pas, mais ce que nous avions n'était pas le vrai amour. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas vrai. Tu m'as quitté dès que quelque chose de mieux est arrivé. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. J'étais confus. Ma famille m'a mis sous pression. J'étais jeune et stupide. Tu avais 26 ans, Brooke. Tu n'étais pas une enfant. Elle a commencé à pleurer, sanglolait. S'il te plaît, je t'en supplie. Je n'ai plus rien. Mes parents ne répondent même plus à mes appels. Tu es tout ce que j'ai. Je ne suis rien pour toi, ai-je dit froidement. Je suis aussi avec quelqu'un d'autre. Tu dois passer à autre chose. Elle a attrapé mon bras, son emprise désespérée. Je me suis trompé à propos de la bague. Elle était magnifique. J'avais juste peur. J'ai retiré mon bras. Ne fais pas ça. Mais elle n'a pas pu s'arrêter. Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai. Je changerai tout de moi. Juste, s'il te plaît, reprends-moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Non, Brooke. Tu dois partir. Non. Cria-t-elle. Tu ne comprends pas. J'ai fait une erreur. Une seule. Tu ne peux pas me punir pour toujours. Alors j'ai appelé la sécurité. Qu'est-ce que tu fais? La sécurité? Elle s'est jetée sur le téléphone pour m'arrêter. N'ose pas. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. J'ai facilement éloigné le téléphone et composé le numéro. Sécurité? J'ai besoin que quelqu'un escorte une visiteuse hors de mon bureau. Espèce de salaud. Cria-t-elle. Je t'aimais. Je t'ai donné les meilleures années de ma vie. Tony, le gardien, est arrivé. Madame, je vais avoir besoin que vous veniez avec moi. Non. Vous ne comprenez pas. A-t-elle crié à Tony, puis s'est tournée vers moi. Je t'offre tout. Toute ma vie. Comment peux-tu jeter ça comme ça? Je l'ai regardée et n'ai rien dit. Puis Tony l'a guidée vers l'ascenseur tandis qu'elle continuait de crier et de pleurer. Cette garce est avec toi juste pour l'argent. Quand tu seras vieux et seul et qu'elle aura tout pris, tu te souviendras que j'étais celui qui t'aimait vraiment. Les portes de l'ascenseur se sont refermées et elle était partie. Je suis resté un moment dans le silence de mon bureau, puis j'ai envoyé un texto à Kai, je viens de faire sortir Brooke par la sécurité. Elle a complètement perdu le contrôle. Au final, je n'avais pas besoin de détruire la vie de Brooke. Elle l'a fait elle-même en échangeant le véritable amour contre des symboles de statut. Quand ce statut a disparu, elle s'est retrouvée sans rien, même pas sa dignité. Sa réponse a été immédiate, bro, s'il te plaît, quelqu'un a-t-il filmé ça? Ça sonne comme du contenu YouTube parfait. Ex-fiancé à une crise épique au bureau tech, ferait des millions de vues. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Même après toute cette folie, Kai savait exactement comment remettre les choses en perspective. Au final, je n'avais pas besoin de détruire la vie de Brooke. Elle l'a fait elle-même en échangeant le véritable amour contre des symboles de statut. Quand ce statut a disparu, elle s'est retrouvée sans rien, même pas sa dignité. La meilleure vengeance n'était pas de détruire leur vie. C'était simplement de vivre la mienne mieux qu'eux.